Je vous présente aujourd'hui un livre qui a été refusé par 26 éditeurs avant d'être accepté par le 27e en 2007. Depuis lors, il a été traduit dans 35 langues et fait partie des best-sellers américains. Il s'agit notamment de La semaine des 4 heures de Timothy Ferris. Alors ce résumé est celui d'une version revue et augmentée de plus de 400 pages. Dans ce livre, l'auteur vous propose de vivre une vie de millionnaire. Mais attention, la façon de définir la richesse ne doit pas être seulement sous l'angle du montant d'argent que vous avez dans votre compte bancaire, mais aussi sous l'angle de la qualité de vie que vous avez et donc par conséquent du temps que vous consacrez à la production de cet argent. L'auteur propose donc une stratégie pour vous permettre de construire votre muse. Il estime qu'avec sa stratégie, il est passé de 40 000 $ par an avec 80 heures de travail par semaine à 40 000 $ par semaine pour 4 heures de travail seulement. D'où le titre du livre. Le livre a reçu notamment de nombreuses critiques, certainement parce que les éléments que propose l'auteur sont assez provocateurs. Je vous propose donc le deal, qui sont les étapes à entreprendre pour vous construire votre muse. En passant, pour l'auteur, la muse, c'est une entreprise en ligne que vous mettez en place et dont la gestion vous prend peu de temps. Maintenant, passons au deal. D pour définition. Vous devez vous définir des objectifs clairs, le plus clair possible. Et l'on est habitué à dresser la liste des choses que l'on veut faire. Toutefois, c'est très souvent nécessaire d'écrire aussi celles que l'on ne ferait pas ou ne doit pas faire. Supposons que vous voulez lire 1 heure de temps par jour, que vous passez en moyenne 2 heures de temps sur les réseaux sociaux à vous distraire. Au lieu d'écrire seulement « je dois consacrer 1 heure de temps de lecture par jour », vous devez aussi ajouter comme chose à ne pas faire, ne plus passer plus d'1 heure par jour sur les réseaux sociaux. Croyez-moi, les résultats d'une telle approche sont totalement différents de la première parce que en même temps vous fixez l'objectif d'1 heure et vous limitez également ce qui vous empêche probablement d'agir pour atteindre votre objectif. Ayez aussi à l'esprit dans la fixation, dans la définition de vos objectifs, le fait que le revenu relatif est bien plus important que le revenu absolu. Je vous donne 2 situations. Supposons 2 personnes, Toto et Krekete Yapi. Disons que Krekete gagne 4 000 $ par mois, alors que Toto n'en gagne que 2 000. Lequel d'entre les deux est le plus riche? La réponse semble évidente et l'on penserait systématiquement à Krekete. Toutefois, Toto ne travaille que 20 heures par semaine, alors que Krekete en travaille 40. Votre réponse a-t-elle changé? On ajoute encore à cela le fait que Toto dispose de plus de temps à consacrer aux choses qu'il aime, sa famille, ses amis, des activités bénévoles ou même religieuses. Alors, on s'aperçoit que finalement Toto est de loin beaucoup plus épanoui et donc beaucoup plus riche que Krekete. La leçon, c'est que dans la fixation de vos objectifs, ne cherchez pas systématiquement à gagner plus d'argent, mais cherchez plutôt à vivre mieux. Vous pouvez avoir en fait des millions de dollars dans votre compte et vivre une vie qui est totalement loin de vos standards. Vivre comme un millionnaire, c'est-à-dire comme un nouveau riche, exige de faire des choses intéressantes et non de posséder des choses enviables. Et l'auteur attire aussi notre attention sur quelque chose qui nous arrive tous. C'est que la plupart d'entre nous ne savons pas vraiment ce que nous voulons. Faites le test avec vous-même et avec votre entourage. Posez-vous la question de ce que vous voulez vraiment dans chaque domaine de votre vie. Est-ce que vous êtes capable d'écrire de façon précise le travail idéal pour vous, le conjoint idéal, le montant d'argent que vous voulez avoir? Il y a de grandes chances que si vous avez des réponses, pour ceux qui auront des réponses, que vos réponses soient basées sur des hypothèses. Mais allez plus loin. Posez la question aussi aux gens autour de vous pour vous rendre compte qu'en fait, vous n'êtes pas seul dans cette situation. Donc, vous ne devez plus négliger la définition de vos objectifs. Comment obtenir quelque chose que l'on a soi-même du mal à définir. Passons maintenant à la 2e lettre de notre deal, qui est E pour élimination. L'auteur recommande que nous éliminons la plupart des tâches, des choses inutiles
dans notre vie. On peut y arriver en nous aidant de deux lois scientifiques. La première, c'est la loi de Pareto ou la loi des 80-20 qui stipule que 20% des causes entraînent 80% des résultats. Techniquement, ce que ça signifie, c'est que si par exemple vous êtes un vendeur, vous vendez un produit, vous remarquerez qu'en général, seulement 20% de vos clients font 80% de vos résultats. La plupart du temps, les 80% des mauvais clients sont ceux qui vont vous causer le plus de problèmes. Ce que l'auteur recommande, c'est de travailler à faire en sorte que les 20% qui causent les 80% de vos résultats soient le mieux traités possible. La seconde loi, c'est la loi de Parkinson. Il y a une loi qui stipule que plus vous vous donnez un temps important pour une tâche, plus elle sera perçue comme importante et plus elle vous prendra du temps. Ça signifie qu'il va falloir vous donner des délais assez courts pour réaliser ce que vous voulez faire. En suivant ces deux lois, vous allez vous rendre compte que vous pouvez éliminer énormément d'activités et cela aura pour conséquence d'augmenter votre productivité. Et ça peut se voir dans plusieurs domaines. Par exemple, le fait de ne pas sous-estimer les effets qu'a vos amis sur vous, notamment vos amis les plus pessimistes, ceux qui sont sans ambition et désorganisés. Cela est surtout connu dans une citation célèbre de Jim Rohn qui disait que chacun de nous est la moyenne des 5 personnes qu'il fréquente le plus. Comme exemple d'activité que l'auteur a éliminé complètement tâche, c'est le fait de suivre la télé. Si par exemple vous allumez votre télévision pour suivre le journal, il y a de grandes chances que vous tombez sur de mauvaises nouvelles. Pire, c'est que la plupart du temps, vous n'avez aucun pouvoir pour agir sur ces nouvelles et ça ne contribuera qu'à vous rendre plus malheureux. L'auteur estime que suivre le journal est complètement une perte de temps parce que les grands journaux semblent être biaisés vers les mauvaises nouvelles. Pourquoi présenter que ceux qui meurent pendant que chaque jour il y a des milliers de personnes, il y a des millions de personnes qui naissent? Pourquoi présenter que les guerres? Pourtant aussi de très belles choses se passent dans le monde. Il estime qu'une information vraiment importante et capitale pour vous trouvera toujours son chemin pour vous atteindre. Et à part des informations stratégiques pour vous-même, l'auteur recommande de passer moins de temps à regarder des nouvelles. Pensez aussi à être plus productif qu'occupé. En réalité, la plupart des personnes veulent donner l'image qu'ils sont de grands travailleurs, alors qu'en réalité, ce n'est pas forcément le cas. Prenons le cas d'un étudiant qui passe beaucoup de temps dans sa salle d'études, mais a dormi sur son cahier. Il se ferait passer pour quelqu'un qui étudie beaucoup, alors qu'en réalité, il passe 80% à dormir sur son cahier, 20% à étudier véritablement. Donc, passer plus de temps à faire quelque chose ne rendra pas forcément cette chose beaucoup plus importante. Ce que vous faites est beaucoup plus important que comment vous le faites. Éliminez les choses inutiles et utilisez votre temps de façon productive. Et pour parvenir à ça, ne vous laissez pas aussi impressionner par ceux qui donnent l'impression qu'ils travaillent beaucoup trop. Par exemple, quelqu'un qui va vous dire de façon fréquente, j'ai passé toute la nuit à travailler. Demandez-vous peut-être qu'est-ce qu'il fait concrètement pendant tout ce temps comme travail vraiment. Peut-être que si vous regardez au fond, ce qu'il a accompli toute la nuit en travaillant, vous pourrez juste le faire en 2 heures. N'est-ce pas ça le but? Le but n'est-il pas vraiment d'accomplir la chose et de l'accomplir dans le plus bref délai possible? L'auteur recommande de vous concentrer sur vos points forts, alors qu'on est habitué parfois à penser qu'il faut toujours développer de nouvelles compétences. Avoir plusieurs cordes à son arc et maîtriser beaucoup de choses, parfois ça nous éloigne de l'essentiel. Ça fait qu'on néglige ce qu'on maîtrise, on néglige notre pouvoir, nos forces et ça nous fait perdre inutilement le temps à développer des choses pour lesquelles nous ne sommes pas bons. Regardez vos défauts. Il y en a tellement qu'il paraît parfois ridicule de passer tout votre temps à améliorer, à travailler ces défauts et à négliger le fait de pouvoir parfaire vos forces. La troisième lettre de notre deal, c'est A. A pour automatisation. J'y rappelle que le but ultime de ce livre pour l'auteur, c'est vraiment de permettre au lecteur de se construire sa muse, donc de se libérer le maximum de temps possible. Et cette muse, c'est juste une entreprise en ligne que vous allez mettre en place et dont la gestion va vous prendre le peu de temps possible. Et la seule façon d'y parvenir vraiment, c'est d'automatiser le maximum de vos tâches. Et l'auteur dans le livre donne plusieurs ressources qui peuvent vous aider
à libérer votre temps. C'est notamment ce qui a permis à l'auteur de passer à 4 heures seulement de travail pour lui par semaine. La plupart de ses autres activités étaient automatisées. Ensuite, l'auteur attire notre attention qu'il faut passer à l'action. Et pour donner une image, il n'y a pas vraiment de différence entre un pessimiste qui vous dit « Oh, c'est sans espoir, inutile de faire quoi que ce soit » et un optimisme qui vous dit « Inutile de faire quoi que ce soit, de toute façon, tout ira pour le mieux ». La différence se trouve en effet dans l'action. La foi sans les œuvres est morte. Enfin, la dernière lettre de notre deal, c'est L. L pour libération. Pour l'auteur, la richesse n'a pas grand-chose à voir avec l'argent, mais la richesse, c'est aussi le temps et les activités que vous menez, c'est-à-dire le temps que vous avez pour voyager, découvrir de nouveaux lieux. Tout ça fait partie de la richesse. Et le luxe, c'est la récompense de ceux qui ne craignent pas l'inconfort. Par exemple, le luxe, c'est vivre dans une très belle maison sans être angoissé par l'idée de tout perdre. Parce que si vous vivez dans une belle maison et que constamment vous avez le stress et vous êtes tout le temps angoissé par l'idée de tout perdre, c'est un pseudo-luxe. La règle de travail 9h à 19h ou quelle que soit la plage qui a été définie par votre entreprise est totalement arbitraire et vous n'avez pas nécessairement besoin de 8 à 9 heures de travail par jour pour être productif. L'une des hypothèses absurdes par exemple que fait cette règle, tout le monde a le même niveau de productivité et donc tout le monde a peut-être besoin de 8 heures de travail par jour pour accomplir parfois les mêmes tâches, ce qui bien entendu est clairement non fondé. Donc la conséquence c'est que la plupart du temps nous passons beaucoup de temps dans notre lieu de travail sans que nous soyons en train de travailler forcément. C'est comme si on vous payait pour le temps que vous passez sur votre lieu de travail et non pour le travail que vous faites en lui-même. C'est totalement un non-sens. Parce que ce temps aurait pu être utilisé pour faire d'autres activités, comme être auprès des personnes que vous aimez. Et cela vous rendrait beaucoup plus heureux, beaucoup plus heureuse et même beaucoup plus productif à vos heures de travail. L'auteur recommande aux travailleurs de ce fait de négocier un travail à distance. Et dans le livre, il donne une stratégie détaillée pour vous permettre de négocier votre travail à distance. Toutefois, cela doit être bénéfique à l'entreprise. Autrement, vous devrez être à mesure de montrer à votre entreprise qu'elle bénéficierait aussi bien que vous à vous laisser travailler à distance. Par exemple, commencez par montrer en quoi le travail en présentiel nuit à votre productivité. Si, disons, vous êtes obligé de passer 4 à 5 heures de temps par jour dans les embouteillages, rien que pour vous déplacer, expliquez à votre entreprise que ce temps vous aurait permis de mieux vous reposer et donc d'être 3 à 4 fois plus productif. Parce que l'embouteillage, non seulement il vous fait perdre du temps, il vous fait perdre de l'énergie, mais il vous met de mauvaise humeur. Et finalement, cela peut affecter votre productivité. Demandez juste 2 jours de travail par semaine à votre patron. Si jamais vous avez l'opportunité d'avoir ces 2 jours, essayez d'être le plus productif possible ces jours où vous êtes à distance afin de convaincre votre boss, votre patron ou votre patronne que si vous travaillez à distance, cela est mieux pour vous, mais aussi pour l'entreprise. Mais ne perdez pas à l'esprit que l'objectif au final, c'est de vous permettre de travailler à distance quand c'est possible. D'ailleurs, la pandémie de Covid-19 nous a montré à quel point beaucoup de travaux peuvent être exercés à distance. Vous pourrez aussi ajouter que par exemple, le fait que vous travaillez à distance pourrait faire économiser de l'électricité à l'entreprise. Et pourquoi pas, à terme, permettre aussi peut-être de partager le même bureau avec d'autres personnes et vous allez vous alterner d'une semaine à l'autre, d'un jour à l'autre ou d'un mois à l'autre, pourquoi pas. Dans tous les cas, c'est une proposition dans laquelle vous gagnez, mais l'entreprise aussi gagne. Si vous arrivez à le prouver, la plupart des entreprises vous laisseront travailler à distance. Enfin, la semaine de 4 heures de travail, comme l'indique le titre, peut être un peu exagérée, voire provocateur, mais c'est une très belle image pour vous permettre de comprendre comment séparer votre revenu de votre temps. Toutefois, ne vous méprenez pas. Dans les débuts, vous allez devoir travailler peut-être que la moyenne des personnes.
Si vous avez aimé la vidéo, laissez un pouce bleu, donc un like. Partagez autour de vous auprès de personnes que ça pourrait intéresser. Et surtout, laissez-moi savoir en commentaire ce que vous pensez des idées de l'auteur. Et si ces idées vous aident de quelque façon que ce soit. À la prochaine. Mais n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait.